Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du thème astral d'Emmanuel Macron. Alors on va y trouver pas mal d'éléments qu'on connaît déjà de lui, qui confirment l'image qu'il renvoie, mais ce thème nous montre également d'autres aspects de sa personnalité, beaucoup moins connus, et qui vit sans doute plus loin des caméras, dans l'intimité. Alors, inutile de le présenter, j'ai quand même fait quelques recherches concernant ce surnom de président jupitérien qu'on lui donne, et j'étais surpris que c'est lui-même qui a déclaré vouloir incarner ce rôle de président jupitérien avant son élection. Je ne m'en rappelais plus. C'était lors d'une interview en octobre 2016. Alors je ne sais pas s'il avait consulté un astrologue auparavant, mais on verra que Jupiter est l'une des planètes dominantes de son thème, pas forcément à son avantage, car elle y montre surtout son côté excessif. Alors je resterai neutre concernant le personnage. J'ai été assez gêné en lisant ou écoutant différents portraits astrologiques que j'ai pu voir sur Internet, car les astrologues sortent souvent de leurs réserves et émettent des jugements, des avis politiques, et je ne pense pas que ce soit leur rôle. Je trouve que ça éloigne du fond le sujet principal qu'est l'astrologie. Donc voici son thème astral. Il est Sagittaire, ascendant Capricorne. Alors comme pour DSK, le thème précédent que j'avais étudié, on a un ascendant à la limite d'un signe. S'il était né 4 minutes plus tard, il serait ascendant Verseau. L'heure de naissance semble fiable, on n'est pas sur une heure ronde, genre midi ou 2h30. Et connaissant Emmanuel Macron, l'ascendant Capricorne lui correspond plus que l'ascendant Verseau. Malgré son jeune âge, il a quelque chose de très classique, voire un peu vieux jeu, dans son respect des règles, des conventions, des traditions, et aussi dans sa façon de parler. Les expressions qu'il emploie, que je n'avais plus entendues depuis le décès de mon arrière-grand-père. Alors Uranus, la planète qui gouverne le signe du Verseau, est fort dans son thème, donc il a tout de même ce côté uranien qui innove. Il faut se rappeler de la surprise de voir un parti qui ne se disait ni de gauche ni de droite émerger de façon fulgurante avant les élections de 2017 et les remporter, et balayer par la suite une grande partie des députés qui s'enracinaient depuis des années, voire des décennies, à l'Assemblée nationale. Mais bon, l'ascendant nous montre surtout sa façon d'être, de se comporter, de se présenter, et on est clairement dans une posture capricornienne, soucieuse de représenter sa fonction présidentielle dans la lignée de l'histoire qui le précède, sans dévier de sa ligne de conduite. Un peu comme Élisabeth II, l'archétype de la saturnienne. Elle aussi était ascendant Capricorne, mais avec en plus un Saturne dominant son thème astral. Saturne est la planète qui gouverne le Capricorne. Donc toujours droite dans ses bottes, solide comme un roc, avec une conscience aiguë de la fonction qu'elle incarnait. Et on retrouve cela chez Emmanuel Macron, des qualités très utiles au chef d'État. Mais cet ascendant, s'il n'est pas dénué d'humour, peut aussi manquer de fantaisie. Il n'est pas du tout dans la souplesse lorsqu'il faut s'adapter aux situations ou aux peuples qui peuvent avoir du mal à comprendre leur position bornée. On l'a vu chez Emmanuel Macron et Élisabeth II. Souvenez-vous de l'incompréhension des Britanniques face au mutisme de la reine d'Angleterre après le décès de Diana. Avec un ascendant Verseau, Macron aurait sans doute un côté plus proche du peuple. Le Verseau est le signe de la fraternité. Il serait ressenti comme moins lointain, moins enfermé dans une tour d'ivoire qu'avec un ascendant Capricorne. Il serait aussi moins classique, il casserait les codes de temps en temps, il donnerait un coup de jeune à la politique, il serait moins cérémonieux. Alors on va maintenant regarder ce qui domine dans son thème pour faire ressortir une toile de fond, les éléments principaux qui marquent sa personnalité. Les signes qui ressortent, ceux qui contiennent le Soleil, l'Ascendant, la Lune et le maître d'Ascendant, donc Saturne, sont le Sagittaire, le Capricorne, le Taureau et la Vierge. On a là les 3 signes de terre, en marron, dont le point commun est la réalisation concrète, matérielle, un côté ancré, très pragmatique. C'est d'ailleurs le terme qu'il employait volontiers lors de son premier mandat. Toute cette terre lui confère en outre une grande fiabilité dans ce qu'il met en place, au-delà de ce qu'on pense, une certaine résistance, de l'endurance, voire de l'obstination, un côté méticuleux. Alors cet élément, la terre, va aussi dans le sens de la posture classique dont je parlais, attachée aux traditions, aux protocoles.
Heureusement, il y a cet autre signe, le Sagittaire, qui réveille un peu tout, et ça empêche la Terre de s'encrouter, de s'endormir sur ses acquis. Ce signe de feu le pousse à avancer, à aller plus loin. Il lui donne un élan, un esprit de conquête, mais aussi un idéal fort, des valeurs qu'il cherche à atteindre, personnellement, mais aussi dans sa politique. Les signes de terre, les signes de terre permettent de construire, de bâtir une carrière avec une vision ambitieuse, mais réaliste, à long terme, ce qu'il a su faire, mais ça ne suffit pas. Il faut en plus un feu intérieur qui donne la motivation, l'envie de se battre, l'envie d'aller au-delà de ce qu'il a déjà. Et ce signe du Sagittaire, très valorisé avec la présence de 4 planètes, permet cela. Et un Mars très fort également, lui permet d'affronter les adversités, de se relever, de repartir de plus belle. Alors j'en arrive aux planètes dominantes, justement. Alors la première chose à regarder sont les angularités, donc les planètes proches des 4 angles du thème. Ici, on a 3 planètes à moins de 15 degrés d'un angle, la Lune, Uranus et Mars. Alors 15, c'est l'orbe, la marge maximale, pour considérer qu'une planète est angulaire. La plus angulaire est Mars, qui est à 12 degrés du descendant. Pour les deux autres, on est à la limite de l'angularité. Elles sont à 15 degrés du milieu du ciel pour Uranus et à 15 degrés du fond du ciel pour la Lune. On va donc laisser de côté pour l'instant la Lune et Uranus, en gardant quand même à l'esprit leur proximité aux angles. Mars est donc une planète dominante, d'autant plus qu'elle est apex. Ça signifie qu'elle se situe à la pointe d'un carré hanté. Cette figure planétaire, formée par 2 planètes en opposition, ici la Lune et Uranus, euh, toutes deux en carré à une 3e planète, appelée Apex, donc Mars. En fait, ça nous arrange. Lorsqu'on a des figures planétaires comme ça, on ne peut pas dissocier les planètes impliquées, et donc on pourra dire pour lui qu'il a un carré hanté très important dans son thème, car constitué de 3 planètes proches des angles. C'est donc non seulement un Mars seul, mais un Mars associé dans un carré hanté avec la Lune et Uranus, qui se dégage d'emblée de son thème. Donc on verra ce que ça signifie, mais avant cela, il y a une 2e planète qui prend plus d'importance que les autres, c'est Jupiter. Celle-ci est valorisée par l'importance du signe du Sagittaire, qui contient 4 planètes. Jupiter est la planète du Sagittaire, mais aussi parce qu'elle forme une opposition très serrée au Soleil, ou plutôt à la conjonction Soleil-Mercure. Là non plus, on ne peut pas dissocier les deux, Soleil et Mercure. Alors chaque critère pris séparément ne rend pas Jupiter dominant, moins fort en tout cas que Mars, mais les deux ensemble lui donnent beaucoup plus d'importance, à l'égal de Mars quasiment, car Mars a une angularité assez large. Si Mars était beaucoup plus proche du descendant, à 1 ou 2 degrés, il serait plus fort que Jupiter. On a donc le paysage suivant, une dominance Mars-Jupiter sur fond de Terre et de Sagittaire. Mars et Jupiter, à l'instar du Sagittaire, réveillent et stimulent cette Terre. Il y a là une âme de conquérant, de battant, qui n'a pas peur de l'affrontement, qui aime se battre. Jupiter apporte en plus une autorité naturelle, un désir de puissance, mais aussi de l'enthousiasme, comme le Sagittaire, et un sens des médias, de la communication. Mars et Jupiter, mais aussi le Sagittaire, permettent à la Terre et à l'ascendant Capricorne de s'extravertir. Il n'est pas étonnant d'ailleurs de retrouver ces planètes en position forte chez beaucoup d'hommes politiques. On peut noter également que les éléments air et eau sont très peu représentés. Une seule planète en signe d'air, mais c'est une planète générationnelle, très lente, Pluton, c'est-à-dire que tous les gens de son âge, à quelques années près, auront Pluton dans le même signe. Ce n'est donc pas représentatif au niveau individuel. Ce manque d'air peut indiquer une difficulté à s'adapter et parfois un manque d'ouverture d'esprit, de souplesse. Idem pour les planètes en signe d'eau. On a qu'Uranus et Jupiter, qui ne sont pas des planètes individuelles. Alors Jupiter en cancer est quand même plus rapide, mais on peut quand même parler d'une carence en signe d'eau. Donc on peut suspecter une difficulté à gérer les émotions. Donc soit celles-ci deviennent envahissantes, soit on les met de côté car on ne sait pas trop ce qu'on doit en faire. Et au vu des éléments dominants du thème, on est plutôt dans la seconde hypothèse. Alors, rentrons un petit peu plus dans son thème, et on va voir que les relations entre les planètes montrent des tiraillements et des excès possibles qui complexifient la grande capacité de réalisation qui se dégage des signes et des planètes valorisées.
Il y a une force indéniable qui émane de cette carte du ciel. Encore faudra-t-il l'utiliser en restant conscient des enjeux de ce thème, que sont sa capacité à sortir de son ego, à se remettre en question, à se renouveler, ainsi qu'à partager. Alors j'ai envie de commencer par sa caractéristique omniprésente dans les médias, le Zeus qui sommeille en lui, que lui-même a mis en avant il y a 7 ans, et qui lui est reproché aujourd'hui. Avec un tel Jupiter dans son thème, il valait mieux marcher sur des œufs sur ce terrain-là. Finalement, il n'a peut-être pas consulté l'astrologue avant, ou alors pas écouté ses conseils. Enfin bref, donc Jupiter est donc opposé à sa conjonction Soleil-Mercure. Alors une conjonction Soleil-Mercure très étroite, comme ici, met en avant l'intellect et le mental. Il y a une intelligence vive, rapide, un esprit large en Sagittaire, ouvert, attiré par des grands espaces, des grandes causes, un esprit indépendant, mais aussi la capacité d'avoir une vision globale dans ce signe, un esprit de synthèse. L'ego, symbolisé entre autres par le soleil, se prévaut de ses capacités mentales. C'est un aspect plutôt sympa, qui donne aussi une aisance dans la communication, mais l'opposition à Jupiter va favoriser les excès possibles liés à cette conjonction. Il peut avoir le sentiment d'un intellect plus efficace, plus rapide, voire supérieur à la moyenne, mais surtout, l'opposition de Jupiter au Soleil peut avoir tendance à faire gonfler l'ego. Alors ce n'est pas systématique, je l'avais déjà signalé pour DSK qui a un Jupiter carré au Soleil, avec les mêmes risques, mais n'oublions pas que le Soleil ici est déjà dans le signe gouverné par Jupiter, le Sagittaire, et c'est un Soleil qui aime briller par son intellect, avec sa conjonction exacte à Mercure. Alors étonnamment, ça pourrait être pire. Même si l'arrogance est l'image qu'il renvoie pour beaucoup de monde, le trigone de cette conjonction à Saturne permet quand même une certaine canalisation. Il garde les pieds sur terre et ne s'envole pas dans une inflation du moi inconsidérée. Donc les excès jupitériens sont là et ressortent régulièrement dans certaines paroles ou postures, mais ce Saturne lui permet de garder le contrôle globalement sur son image, aidé par son ascendant Capricorne. D'ailleurs, Saturne est appelée planète échappatoire de l'opposition entre Jupiter et la conjonction Mercure-Soleil, c'est-à-dire qu'elle est reliée aux deux pôles de l'opposition par sextile et trigone, ce qui lui laisse une porte de sortie. Lorsque les excès jupitériens pointent le bout de leur nez, il a la possibilité de vite revenir à la réalité, à une certaine rigueur, à une certaine discipline. Alors, cette opposition est aussi reliée par deux aspects mineurs à la Lune. Ce sont un semi-carré et un sesquicarré. Alors ce ne sont pas des aspects prépondérants dans son thème, mais la Lune est liée à la popularité, surtout chez une personne publique. On l'a vu dans le thème de DSK. Ici, elle n'est pas une planète échappatoire comme Saturne, car ce sont des aspects de résistance, de tension. Et donc cette tendance inflationniste de l'opposition qui impacte son ego contribue à diminuer sa popularité. Les gens ne se sentent pas en phase avec lui lorsque cette partie de sa personnalité ressort. Au contraire, ça les éloigne d'un sentiment de reliance. Ils ne ressentent plus cette lune qui fait qu'on se sent proche ou non des gens de manière instinctive. Jupiter est aussi opposé à Vénus. Vénus qui elle-même est conjointe au Soleil et à Neptune. Alors on a là peut-être un aspect moins connu d'Emmanuel Macron. Une Vénus en Sagittaire, proche du Soleil, indique un esprit assez conquérant en matière affective, surtout avec de l'autre côté un Mars, la deuxième planète libidinale, en signe de feu. Vénus Sagittaire, conjointe au Soleil et à Neptune, montre un idéal élevé en matière de vie sentimentale. Et l'opposition de Jupiter amplifie là aussi, de manière parfois excessive, les valeurs vénusiennes. Il y a donc sans doute un fort appétit pour tout ce qui touche l'amour et l'affect, mais aussi un côté romanesque, voire chevaleresque, avec Neptune et le Sagittaire. Je ne connais pas les circonstances exactes du début de son histoire avec Brigitte, je sais juste qu'il était au lycée et que c'était sa prof de théâtre. Alors j'ai entendu une personne qui parlait de pédophilie et de relations immorales parce qu'elle était prof et qu'il était adolescent. D'après son thème, il n'était pas du tout sous influence, ce n'est pas le genre, et c'est peut-être même lui qui est parti à la conquête de cette femme a priori inaccessible. Dans une conjonction Vénus-Neptune, comme ici, il y a souvent des désillusions, car on idéalise très facilement l'être aimé, on le met sur un piédestal, il peut y avoir une sorte de fascination.
La valorisation des signes de terre lui a sans doute permis de limiter cette tendance. Vénus, liée au Soleil et opposée à Jupiter, laisse aussi entrevoir un côté bon vivant. Alors c'est pas ce qui ressort quand on le voit, je trouve, surtout physiquement. Il n'a pas l'air de faire beaucoup d'écart alimentaire, mais je crois que Brigitte vaille au grain. Pourtant, avec cette Vénus opposée à Jupiter, ainsi que sa Lune en taureau, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait un bon coup de fourchette. Mais cette Vénus aime aussi le plaisir sous toutes ses formes, y compris le plaisir sexuel, surtout avec un Mars en Lion, qui lui aussi peut avoir un gros appétit. Alors, j'espère que Brigitte est en forme. Ça me rappelle ces rumeurs, il y a quelques années, et les doutes sur ses relations avec Alexandre Benalla. Au vu de son thème, c'est tout à fait possible, même si bien sûr on ne peut jamais être affirmatif. D'un point de vue général, quand Vénus ou la Lune, les deux planètes liées à l'affect, sont en contact avec Uranus, planète d'originalité qui sort des normes, qui s'en fout du politiquement correct, on peut se poser la question d'une vie sentimentale ou sexuelle assez libre, sans tabou. Ici, la Lune est en opposition exacte avec Uranus, donc même si on ne peut rien conclure, il n'est sans doute pas fermé à certaines originalités dans son intimité. D'ailleurs, pour rester sur cette opposition Lune-Uranus, elle est positionnée dans l'axe Taureau-Scorpion, un axe très charnel. Et cette opposition, comme je le disais plus tôt, est reliée par 2 carrés à Mars, planète pulsionnelle, planète de l'affirmation, mais aussi du désir. Cette planète est en permanence titillée par les 2 autres planètes de l'opposition. Elle est dite apex et donc pose problème. Il peut y avoir une difficulté à la gérer lorsqu'elle est dans cette position. On peut éventuellement voir là un exutoire à l'opposition, une sexualité sortant du classicisme de son thème et de son milieu, comme moyen d'extérioriser des pulsions martiennes inavouables, en tout cas cachées, qui ne vont pas dans le sens du contrôle de l'image et de l'incarnation de sa fonction, dont je parlais plus tôt, avec l'ascendant Capricorne. Mais bon, ce sont des hypothèses. On ne peut pas le savoir à la seule vue du thème astral. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce Mars pose problème. Une planète apex est difficile à contrôler, tout du moins dans la première partie de vie. Lorsque c'est Mars qui est apex, il peut y avoir une tendance à mal contrôler la manière de s'affirmer, de se défendre, son agressivité. Il faut toujours remettre les choses dans le contexte général. Le paysage de fond, donc les signes de terre, l'ascendant Capricorne, permettent de canaliser ça en partie, mais ce Mars agit peut-être plus librement dans un domaine maison 7. Cette maison qui débute au niveau du descendant et qui va pour lui jusqu'au 25e degré de la Vierge, est le secteur qui correspond à la relation de partage avec l'autre. Elle nous donne des informations sur la relation affective, la vie de couple, mais aussi sur les partenariats professionnels, des associés. Il décharge donc sans doute cette énergie martienne parfois excessive ou mal contrôlée dans l'intimité, ou face à ses partenaires politiques, ou même face à ses ennemis politiques. La maison 7 est aussi celle des ennemis déclarés. Alors ce Mars, bien relié à Pluton par un sextile, autre planète instinctive, d'énergie des profondeurs, montre aussi une certaine force intérieure, la possibilité d'agir avec beaucoup d'impact, avec ses tripes, et si possible dans des actions qui le mettront en valeur, en lion, qui renforceront l'image qu'il a de lui, mais aussi et surtout celle que lui renverront les autres. On trouve aussi Saturne dans cette maison 7. La maison où se trouve cette planète est un secteur qui pose problème à la base. On l'a vu avec DSK et sa maison 2. Ici, c'est dans les relations intimes et d'une manière générale dans les relations avec un intérêt commun que quelque chose ne va pas de soi. Il y a toujours un travail à faire sur soi dans le domaine symbolisé par la maison où se trouve Saturne. Ça demande un effort, mais c'est largement surmontable. On y éprouve ensuite une vraie libération. Mars et Saturne en maison 7 ne sont pas les positions les plus faciles, a priori, pour entretenir des liens forts et durables avec différents partenaires, affectifs ou professionnels. Avec la présence de Saturne, on peut tomber dans une sorte d'avidité relationnelle par crainte de ne pas pouvoir tisser de liens durables avec des partenaires de vie ou d'affaires, ou alors, pour la même raison, renoncer à s'engager. Alors, il a visiblement vite résolu les éventuelles difficultés liées à ce secteur, ce qui est possible, car Saturne est plutôt bien relié au reste du terme, en particulier au Soleil et à Jupiter, comme on l'a vu, la planète échappatoire.
À moins que sa relation et son engagement précoce avec Brigitte ne cachent une peur innée de ne pas trouver chaussure à son pied. Il aurait alors trouvé le moyen de combler rapidement une crainte ou un manque, mais sans régler sa problématique intérieure. Auquel cas, le problème ne serait que remis à plus tard, reviendrait d'actualité, et donc remettrait en cause sa relation maritale. D'ailleurs, au vu du reste de son thème astral, je ne suis pas certain qu'une relation unique et qui a commencé si tôt dans sa vie suffise à combler ses besoins de conquête et ses besoins sexuels. Alors, quelques mots sur cette configuration formée par la Lune, Uranus et Mars, le carré hanté. Elle indique qu'il y a une grande réactivité, une excitabilité qui peut mettre en branle facilement son Mars, donc ses défenses, ou plutôt sa capacité de réplique, d'attaque. Encore une fois, tout ça contrôlé par son fond du thème et son ascendant Capricorne. On l'a bien senti durant les débats face à Marine Le Pen, entre les deux tours, où il ne perdait pas le contrôle, malgré un bouillonnement intérieur sûrement très présent. Mais ce dessin planétaire fort, puisqu'angulaire, on l'a vu, provoque toutefois des réactions pulsionnelles, instinctives, parfois surprenantes, c'est l'effet Uranus. Et de temps en temps, ça sort sans que le filtre capricornien n'ait le temps de tempérer et de lisser l'image rendue. C'est ce qu'on voit parfois quand il est dans le feu de l'action, sur le terrain, face aux gens, dans des situations moins cadrées par les médias et par son équipe de communication. Cette opposition entre Uranus et la Lune, planète d'affect, est aussi vécue chez lui à travers sa relation avec Brigitte. La Lune représente entre autres la figure féminine dans un thème. Tout à l'heure, j'évoquais une possible relation cachée avec un collaborateur, ce qui aurait été un moyen de vivre cette Lune uranisée, qui aime sortir, qui aime sortir des sentiers battus, de schémas trop normés. Mais sa relation avec Brigitte, l'important écart d'âge, est aussi une manière de vivre cette opposition Lune-Uranus. Ils ont vécu leur histoire singulière sans tenir compte du regard et de l'approbation des autres. Et ça, c'est typiquement uranien. Alors, dernière chose, l'axe des nœuds de la Lune dans un thème nous indique le chemin à suivre pour progresser dans notre vie actuelle. Elle donne un point de vue plus karmique, lié à nos acquis en arrivant sur Terre, et à ce qu'on doit privilégier pour progresser, pour avancer sur un plan plus spirituel. Ici, le nœud sud en bélier et en maison 2 indique une capacité à défendre ses propres intérêts de manière innée, une capacité à s'appuyer sur ses acquis, sur une confiance naturelle en ses propres ressources. Le nœud nord montre la voie à suivre. Il fera progresser son âme, entre guillemets. Celle-ci aura tiré profit de son incarnation actuelle s'il fait l'effort d'aller vers son nœud nord en balance et en maison 8. Donc s'il apprend à utiliser ses talents naturels pour apaiser les conflits autour de lui, pour créer une atmosphère apaisée, de respect mutuel, de partage, mais aussi en acceptant de changer au contact de l'autre. C'est le message de la maison 8, appuyé par la conjonction de Pluton au nœud nord. Pluton est en analogie avec la maison 8 et le Scorpion. C'est la planète de la transformation. Il doit apprendre à lâcher ce qu'il connaît, ce qu'il sait faire naturellement, accepter de se remettre en question, accepter que l'autre, les autres, puissent créer chez lui une profonde transformation. Et donc il doit se libérer d'un ego prégnant, mais aussi des résistances au changement, symbolisées par l'élémentaire et l'ascendant Capricorne, pour lâcher prise et laisser la vie le faire évoluer, en s'éloignant du plan initial auquel il s'agrippe peut-être un peu trop. Voilà, j'ai fait le tour des éléments principaux de son thème. Alors j'espère que j'ai trouvé le juste équilibre entre les détails techniques, astrologiques et les explications, que je n'ai pas été trop technique justement. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.